Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on critique, on décortique, on encense les shows de la WWE et consorts. Ce soir, c'est un show historique que nous vous contons. Nous vous parlons d'Elimination Chamber Toronto 2025. Je suis Raphaël et pour vous décrire cette soirée historique, je suis avec Letty. Letty, comment ça va? Letty, est-ce que t'as bien dormi? Letty, est-ce que tout ceci n'était qu'un rêve? Ça va, Letty? Ça va très bien, Raphaël. Salut à tous. Eh ben, écoute, oui, est-ce que c'est un rêve ou pas? En tout cas, voilà, on a vécu des moments historiques. Voilà, et donc on va vous raconter tout ça. Ah bah bien sûr, j'espère, peuple de Ketchup, que vous avez vu ce show, et si vous l'avez pas vu mais que vous comptez sur nous pour vous le raconter, bah déjà on est très flattés, et on promet d'être à la hauteur. Triple H nous avait promis un show qui allait marquer l'histoire, et ben écoutez, on va voir ça ensemble. En tout cas, on était à Toronto, dans une superbe salle, j'ai trouvé le Rogers Center, 38 000 personnes qui étaient là. C'était le 1er mars 2025, et on a commencé forcément très fort avec un Elimination Chamber féminin. De toute façon, je crois que c'est à peu près systématique, hein. Elimination Chamber, c'est souvent le Elimination Chamber féminin qui ouvre la soirée. Donc je vous rappelle les participantes, peuple de Ketchup. Nous avions Bianca Belair, Alexa Bliss, Bayley, Liv Morgan, Naomi et Roxanne Perez. Donc tout ce petit monde est arrivé petit à petit. Et puis, il y en a 4 qui rentrent dans leur cellule, là. Alexa Bliss, Roxanne Perez, Bayley, Bianca, avec un très beau manteau, Bianca Belair, un gros manteau. Et donc, c'est Naomi et Liv Morgan qui vont commencer le match. Et au moment où elles se regardent et où le match commence, Jade Cargill débarque. The storm is coming. Jade Cargill arrive à toute vitesse, donc déjà la foule est déjà debout ou assise, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas choquée par ce début de soirée totalement improbable. Jade Cargill qui avait disparu depuis plusieurs mois, elle entre sur le ring. Alors, je n'ai pas trop compris pourquoi on lui avait laissé la porte ouverte, mais visiblement, elle n'avait pas ce droit. Liv Morgan a l'air terrifiée et fait des non, 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 non de la tête. Sauf que Jade Cargill, elle se jette sur Naomi. Oh là là, ça, incroyable. Alors, incroyable, peut-être qu'on s'en doutait un peu, mais en tout cas, Naomi, elle a pris cher. Elle s'est fait tabasser par Jade Cargill. Elle s'est fait écraser la tête par la porte d'entrée de la cage. Et là, elle s'est fait vraiment éclater. Et puis Jade Cargill, elle est partie, ni plus ni moins, pendant que Bianca Belair, alors j'ai trouvé ça incroyablement émouvant, là, hurlait des non, stop, elle tapait sur la porte de la cellule, elle voulait y aller, mais Jade Cargill est partie, même pas un regard, hein, Jade Cargill pour Bianca Belair, moi j'ai trouvé ça vraiment fort. Et Naomi, en fait, elle est partie en ambulance, quoi. Il y a même pas eu. Je pensais qu'elle allait avoir au moins un tombé ou un truc, mais non. Naomi, elle a été déclarée inapte au combat. Donc Liv Morgan est très contente, hein, elle attend sur le ring, elle rigole, et le hasard fait que la première entrante de cette cellule, c'est Bianca Belair. Bianca Belair, c'est pas ouf, hein, psychologiquement. On se doute que quand elle entre, elle sait pas trop ce qui s'est passé. La soirée est un petit peu difficile pour elle. Puis nous avons ensuite eu l'entrée après Bianca Belair, Roxanne Perez est arrivée en deuxième, enfin en quatrième, quoi, si on peut le dire. Puis on a eu l'entrée de Bayley et on a eu l'entrée de Alexa Bliss en dernier. Mais Bayley, entre-temps, a été la deuxième éliminée. Elle a pris un Oblivion de Liv Morgan et elle est sortie vraiment très très vite. Bayley, une petite prestation. Roxanne Perez a ensuite été éliminée par Alexa Bliss, qui elle-même a été éliminée par Liv Morgan très peu de temps après. Et donc on s'est retrouvé dans un face-à-face Liv Morgan contre Bianca Belair. Ça a beaucoup joué avec les cheveux de Bianca Belair ce soir, encore une fois, hein. On a eu notamment des flagellations sur le ventre de Liv Morgan. On a eu Bayley à un moment donné qui a refusé de tirer les cheveux de Bianca Belair. Elle a été très fair-play. Bon, ça lui a pas trop servi ce soir. Et au final, sur un énième KOD, Bianca Belair a gagné 29 minutes 15. Quelle soirée pour Bianca Belair, qui a réussi à rester concentrée et qui a réussi à remporter cette chambre et qui s'est retrouvée ensuite sur la rampe de lancement et qui a croisé Rhea Ripley, bien sûr, mais aussi Io Sky, puisque Rhea Ripley et Io Sky s'affrontent à Raw pour le titre féminin.
Et ben écoute, moi j'ai une petite illumination. Je me suis dit, est-ce qu'on devrait pas à WrestleMania partir là aussi plutôt dans un triple threat? Parce que Rhea Ripley contre Bianca Belair tout seul, ça m'emballe moins. S'il y a Io Sky dans l'équation, je pense qu'on peut avoir vraiment un super match. Qu'est-ce que tu penses de ce petit prono que je te fais, Letty? Et puis, qu'est-ce que tu as pensé de cette chambre violente et qui a été déjà riche d'énormes surprises ce soir avec une Naomi découpée par une Jet Cargill, visiblement, qui était visiblement au courant de qui l'avait attaqué depuis le début, mais bon, elle a préféré pas le dire, elle a préféré nous révéler la surprise devant 40 000 personnes. Ça peut se comprendre, ça a fait son effet. Ah, ça a fait son effet, oui, ça c'est Ouais. sûr. Ouais, niveau match d'ouverture, c'était plutôt quelque chose d'inattendu. Le retour qu'on n'avait pas forcément vu arriver, la violence, la haine qu'il y avait contre Naomi, où là, effectivement, je pense qu'il n'y a plus trop de doute sur le fait que ce soit Naomi qui l'ait attaquée. Bianca qui a vraiment joué une partition effectivement au niveau psychologique qui était absolument, je trouve, magnifique. Elles étaient toutes complètement choquées. On a vu aussi Alexa Bliss qui avait l'air de se demander ce qui était en train de se passer. Euh, donc ouais, gros démarrage et le match en lui-même, je l'ai trouvé très très bon. Alors, j'avoue que je me rappelle pas en détail de toutes les Elimination Chamber féminines qu'il y a eu, mais en tout cas, enfin dans ma tête, c'est un des meilleurs, voire peut-être le meilleur qu'on ait eu depuis au moins 3 ou 4 ans. Donc voilà, plutôt un gros match. J'avais pas mixé sur Bianca, mais voilà, quelque part, c'est quelque chose de plus ou moins logique. Euh, Liv Morgan, j'avais franchement pas envie de revoir un match contre Rhea, dans la mesure en plus où Liv Morgan étant déjà championne par équipe, il n'y avait pas forcément d'intérêt à ce qu'elle parte, à ce qu'elle remporte ce match-là. Mais elle a fait quand même, Liv Morgan, une énorme prestation, comme toutes les filles en fait. Voilà, c'est un match que j'ai trouvé très très bon. Ce petit face-à-face, oui, qui était pas mal. Alors, j'avoue que j'avais pas pensé à l'idée du triple threat, mais je trouve que c'est une bonne idée. Effectivement, ça rajouterait un petit quelque chose puisque Rhea, Bianca, bon, voilà, Io, Bianca, encore pire. Mais voilà, les trois, effectivement, je pense que c'est une bonne idée. Ça pourrait rajouter un petit quelque chose. Écoute, moi, c'est ce que j'ai visualisé et que j'aurais bien aimé, que j'aimerais bien voir là, à l'issue de ce show. Sinon, écoute, je suis plutôt bien sûr de ton avis. Alors moi, j'ai moins l'impression que beaucoup de gens ont sur le Discord de dire que ça a été un super match Elimination Chamber. Il y a eu un ou deux moments où je trouvais que ça a été un peu longué. Mais c'est vrai que là où je te rejoins, c'est qu'il y a eu bah, Bianca est quand même, je pense, catchesquement parlant, largement meilleure que tout le monde. Bailey, je suis plutôt satisfait puisque vous savez que j'aime pas trop Bailey et j'ai trouvé qu'elle a pas fait grand chose, donc c'est tout à fait légitime. Il y a du chemin encore pour Bailey et là où je suis d'accord avec toi, c'est que j'ai été hyper convaincu par Liv Morgan. C'est vraiment en regardant ce match notamment que je me suis dit mais c'est vrai qu'elle a progressé de ouf. Et le face à face Liv Morgan Alexa Bliss, il y a quelques années, à ses tout débuts, je trouvais que Liv Morgan c'était un peu une sous Alexa Bliss. Et là, en fait, je me suis dit l'inverse. Je me suis dit finalement, maintenant, c'est Alexa Bliss qui est presque une sous-Liv Morgan. Bon, évidemment, il y a des raisons. Alexa a été absente longtemps, mais entre les deux, celle qui a l'air d'être la plus impactante, la plus charismatique et la plus présente, c'est vraiment Liv Morgan. Donc, il y avait un gros suspense sur la gagnante. Et ouais, comme on avait dit, il n'y a pas beaucoup d'interaction avec les championnes, enfin, avec la championne, avec Io Sky, donc ça pouvait être n'importe qui. Moi, le seul truc, l'une des grandes questions que je vais avoir là, c'est avant WrestleMania, comment Bianca Belair, elle va aussi régler cette histoire de trahison, parce que forcément, c'était assez particulier, c'est-à-dire qu'on avait une attaque hyper violente, une Bianca Belair qui est plutôt une babyface qui était désespérée, mais comme on savait que l'attaque signifiait, personne n'avait pitié pour Naomi, enfin je ne sais pas toi, mais c'était bien fait pour sa gueule, quoi. C'est elle la traîtresse depuis le début, bien fait pour toi. Et du coup, j'ai même trouvé ça chouette de ne pas avoir Naomi dans ce match. Pas non plus un fan de Naomi. Donc, il va falloir rusher parce que
c'est ça mon interrogation, c'est que si Bianca elle part dans une affiche championnat du monde, ce qui est le cas, bah du coup pour toute cette storyline, si on a juste un face-à-face Naomi versus Jade Cargill, je- bon, c'est pas, ça restera un match un peu secondaire. Alors après, c'est peut-être là le niveau de Jade Cargill pour le moment, hein, qui est pas encore au top niveau, mais si c'est juste pour affronter Naomi, à voir. Mais je trouve ça, bah, il reste du temps avant WrestleMania, mais je trouve ça rapide en fait d'avoir résolu ce mystère, d'avoir découvert la trahison de Naomi, d'avoir du coup détruit une tag team et de devoir expliquer tout ça dans la foulée, tout en envoyant Bianca Belair en rivalité face à Rhea Ripley ou Io Sky. Je suis vraiment curieux de voir comment ils vont réussir à gérer tout ça à la fois. Mais on a eu un très bon match globalement et puis surtout, bah, clairement d'entrée, on avait une soirée historique parce qu'il s'est passé quand même un truc totalement imprévu et totalement spectaculaire. On continue avec les filles? Eh ben, allons-y. Eh ben, allons-y. Ton enthousiasme est peut-être un petit peu retombé là, je sens. On avait le Un petit match, peu. ouais, Tiffy and Trishi, Tiffany Stratton et Trish Stratus contre Nia Jax et Candice LeRae. Un match de 11 minutes 41 qui s'est terminé par la victoire des gentilles. Et ouais, le prettiest moonsault ever de Tiffany Stratton sur Nia Jax. Elle a réussi à battre Nia Jax. C'est le point peut-être le plus remarquable de ce match-là, sur lequel j'avoue, je pense que dans 6 mois, j'aurais eu très peu de souvenirs. Il y a eu le moment où le tag a été fait sur Candice LeRae, où je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'on a Candice LeRae en Premium Live Event, du coup, dans cette histoire, c'est pas forcément ce qu'on imaginait. C'est pas que le match était mauvais en soi, mais je pense que ça leur a fait plus plaisir à elles, et notamment à toutes ces femmes de catcher en compagnie de Trish Stratus, qui devait être une de leurs childhood heroes, que ça nous a fait plaisir à nous de le regarder, non? Je pense que ça a fait plaisir à celle qui fait plaisir à Trish Stratus de pouvoir combattre une fois de plus chez elle à domicile. Voilà, après, comme tu l'as dit, le match n'était pas mauvais, mais voilà, c'était pas non plus le match de la soirée, loin de là. Voilà, c'était là, mais honnêtement, ça m'a pas passionné. J'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Ouais, c'était un match parce qu'il y avait une régionale de l'étape qui est une légende. Bon, la foule n'a pas spécialement montré ni d'enthousiasme ni de désintérêt non plus. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir autre chose? Moi, c'est sûr que si on n'avait peut-être pas eu ça et qu'on aurait gentiment eu un petit match avec Penta ou un petit truc avec Braun Breaker, ça m'aurait pas dérangé. Mais voilà, comme tu dis, il était là, il est fait. Elles ont combattu avec ou contre Trish Stratus, donc je pense qu'elles sont contentes. Et on va pouvoir partir vers WrestleMania avec voilà, une absence totale de Charlotte en plus, donc ça a pas fait avancer grand-chose. C'était du gala, c'était un match de gala. Quel contraste avec le match qui a suivi, hein, Letty. Là, on n'est plus du tout dans le gala. Ah Au oui, là, contraire. on est Ouais. sur autre chose. On est sur autre chose. Donc, c'est le match entre Sami Zayn et Kevin Owens. Ce match qui est non sanctionné. Alors, on se demandait ce que ça voulait dire. On a eu l'information, hein. Là, on nous a bien dit que la WWE n'assumait, enfin voilà, n'assumait rien. Il n'y a pas de disqualification, tout ça. Il y a un arbitre, mais il ne sert qu'à faire un tombé ou qu'à recevoir une soumission, un abandon. Sinon, il n'a pas d'autre mission. Le ring change d'ambiance, change de lumière, on est dans le noir quasiment. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très très réussi. Kevin Owens contre Sami Zayn, pas de règles. Et ben, je peux te dire qu'ils y sont allés avec plaisir. Alors là, on a eu énormément de spectacles. On est parti se bagarrer dans les gradins. Kevin Owens, il est passé à travers une table sur laquelle il y avait plein de petits chips et de petits produits à manger là. On a eu deux tables qui ont été empilées les unes sur les autres au bord du ring, et c'est Sami Zayn qui est passé à travers en tombant du turnbuckle. On a eu droit à des battes de hockey là, à l'américaine, enfin à la canadienne, qui ont été sorties pour se tabasser mutuellement. Il y a eu 1000 near-fall. Sami Zayn, il a été complètement détruit pendant de longues séquences. Il a réussi à revenir avec il y a un moment donné où il fait un Helluva Kick sorti de nulle part, alors que Kevin Owens allait lui porter un Helluva Kick lui aussi. Euh, on a eu des coups, enfin des powerbombs contre le bord du ring, bien sûr. On a eu, donc comme on disait, des tables, on a eu des chaises. On a eu une chaise barbelée qui a été sortie.
et que Sami Zayn a utilisé avec plaisir. Hein. Sami Zayn, il nous a pas menti. Lui qui avait l'air tout gentil, il est allé vraiment dans la haine tout autant que Kevin Owens. À tel point qu'on a eu les officiels hein, à plusieurs reprises qui étaient là sur le bord du ring, qui servaient à rien, mais qui étaient là pour dire non, non, c'est bon, c'est fini, c'est bon, arrêtez, non, n'en faites pas tant. On a eu un nearfall qui a tellement énervé Kevin Owens qu'il a attaqué l'arbitre. Il y a eu une closest line sur notre Charles Robinson qui a été monstrueuse, qu'il a découpé. D'ailleurs, on l'a pas revu pendant les 15 minutes qui ont suivi, hein, l'arbitre. On a quand même eu 3 arbitres ce soir. Et au bout de 27 minutes 35, qu'est-ce qui s'est fini? Eh ben, 2 powerbombs de Kevin Owens sur le rebord du ring à l'extérieur. Et finalement, ben, c'était ce qu'il fallait. C'est comme ça que Kevin Owens a gagné ce match. C'est bien lui qui l'a remporté, lui qui voulait cette bagarre, lui qui voulait cette haine. Sami Zayn a tout fait pour surnager et pour dominer, mais Sami Zayn s'est laissé emporter par la déferlante de haine de Kevin Owens. Kevin Owens qui a voulu choper Sami Zayn après le match pour lui faire une énième destruction, pour lui finir sa carrière, là, pour lui faire un pile driver. Mais on n'en est pas au bout de notre surprise. Randy Orton a débarqué. I hear voices in my head. La foule est en délire là aussi. Il a pris le temps hein, d'arriver, Randy Orton. Il est arrivé tranquillou. Il s'est précipité sur Kevin Owens et il lui a foutu un RKO de suite. Il a voulu lui porter son kick, son commotion kick. La sécurité est arrivée là aussi. Et du coup, Randy Orton, il a fait des RKO à peu près tous les vigiles de la sécurité là, de Toronto. Et il est venu ensuite faire sa pause de victoire sur le coin du ring. Donc en plus d'avoir eu un match de fou furieux, nous avons le retour de la Vipère qui visiblement veut se venger de Kevin Owens. Et ben, sacré Kevin, hein, qui après un très très gros match contre Cody Rhodes au Royal Rumble, nous sort un énorme match contre Sami Zayn, avant peut-être un très gros match contre Randy Orton à WrestleMania. Ça paraît ça le programme? Qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça, Letty? Et comment vois-tu la suite? Eh ben, je pense que tu as une bonne idée pour la suite du programme. Je pense que le retour, surprise encore une fois, de Randy Orton s'annonce quand même. Bah, voilà, il a quand même été blessé par Kevin et vu voilà la haine aussi dont il a fait preuve puisque bon, il a quand même essayé d'utiliser une prise qui est interdite également. Je pense qu'on s'emmène là-dessus à WrestleMania et franchement, si le match entre Orton et Owens est du même niveau que celui qu'on a eu ce soir, et ben moi j'achète pour WrestleMania sans aucun problème. Un match de malades mentaux. On se demandait franchement jusqu'où il serait capable d'aller. Je trouve que chaque objet qui était sorti, que ce soit les chaises, puis après les tables, et puis on empile les tables et on se bat dans le public et on sort, comme tu l'as dit, les battes de hockey, la chaise avec des barbelés. Je me suis dit mais jusqu'où on va aller? Enfin, ils vont finir par s'entretuer, c'est pas possible autrement. Beaucoup de nearfall. On y a vraiment cru plusieurs fois pour Sami, pour Kevin aussi, les pauvres arbitres qui ont mangé dans tous les sens. Voilà, je trouve qu'il y avait tout. Il y avait la haine, il y avait à aucun moment, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a l'impression qu'ils se sont posé la question de mais est-ce que je suis sûre en fait que je vais vraiment utiliser une chaise avec des barbelés sur mon pote? À aucun moment c'est revenu. On a eu l'impression qu'ils se posaient la question. Donc là-dessus, c'est une énorme réussite, je trouve, ce match. Le retour d'Orton, comme je l'ai dit, grosse surprise. On a vu que la sécurité de Toronto était pas plus intelligente que les autres sécurités de la WWE, puisqu'ils sont deux à se prendre des RKO. Et les autres se disent, tiens, si on allait dans le ring, ce serait marrant. Ce qui lui permet effectivement d'étaler 5 ou 6 Gugus. Donc voilà, c'était le petit côté pour terminer le match en beauté. En tout cas, voilà, pour moi, je trouve qu'à ce niveau de la soirée, ça reste le meilleur match de la soirée. Voire, je pense que on tient déjà un des matchs de l'année pour nos futurs awards de la fin de 2025. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Enfin, j'espère qu'on va nous sortir d'énormes matchs encore toute cette année, mais là, on a vraiment, je pense qu'on avait tous conscience d'assister à un match historique
dont on parlera sûrement dans très longtemps, comme on a pu en avoir certains, par exemple entre, je sais pas, Brock Lesnar et Roman Reigns ou autre. C'était vraiment très très fort. Ils ont continué à nourrir une feud qui existe depuis très très longtemps et en nous sortant une très grosse prestation. Moi, je suis ravi comme toi et qu'on n'ait pas eu le coup du Sami Zayn qui a un peu des remords, qui n'ose pas utiliser un objet, tout ça. On est vraiment full dans la bagarre. Grosse créativité de tous les côtés. Il y a des spots quand ils ont posé les chaises l'une sur l'autre. Je me suis dit, voilà, à quel moment ça va sortir ça? Et puis bah, on y a eu droit. On a eu droit à tout. J'en suis presque à dire que le faire débarquer Orton dans la foulée me fait presque un trop plein là de surprises et d'émotions. Mais la fin du match était tellement monstrueuse. Comme tu l'as dit, moi j'ai cru plein de fois hein, que j'ai vraiment cru que Sami Zayn allait gagner à plusieurs reprises. Donc au final, on aura eu ce match à Toronto. Hein. C'est probablement pas une affiche de WrestleMania comme on aurait pu croire il y a quelques semaines de se dire que on aurait Kevin Owens contre Sami Zayn en feu à WrestleMania. Je suis un petit peu surpris. Enfin, je suis curieux de voir ouais, comment ça va se passer avec Orton. Moi, j'étais vraiment parmi ceux qui pensaient qu'Orton allait faire un retour et allait ensuite faire un heel turn et avoir une feud contre Cody. Bon, je pense qu'il y aura une feud Cody contre Orton à un moment donné dans les mois qui viennent, mais c'est pas là pour de suite. Donc je suis curieux de voir et je suis aussi curieux pour Sami qui vient de se faire quand même détruire et qui a perdu un des matchs les plus importants de sa carrière. Autant Kevin Owens, on voit à peu près ce qui va lui arriver avec Orton, autant Sami Zayn, est-ce qu'il aura encore sa place là-dedans? Voilà, c'est l'exemple typique voilà, d'un super match excellent qu'on vous conseille vraiment et qui en plus donne encore envie de suivre les rebondissements et les péripéties. Donc c'était une très très grosse réussite. Voilà, ça a donné envie d'être à Toronto ce soir-là, hein, Letty. Oui, 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 ça a donné vraiment envie d'être dans la salle et voilà, on espère en tout cas pouvoir assister à des matchs de ce calibre quand on sera à Paris. Bah ouais, on espère, on espère bien. Bon, il n'y a pas deux catcheurs français à la WWE qui pourraient nous sortir la même prestation, mais écoute. Après, moi, j'ai une revanche à prendre sur Irem, hein, mais je l'oublie pas, ça. Donc, Irem, si tu nous écoutes, je vais préparer la. Fais gaffe au barbelé. Ça peut arriver, mon frère. Voilà. On n'a même pas le temps de respirer, Letty. On repart dans une cage. On repart dans la chambre masculine. Ça fait bizarre dit comme ça évidemment, mais dans le Chamber match masculin, alors là donc c'est le gros match du soir puisqu'on va savoir qui va affronter Cody Rhodes à WrestleMania. Et vous le savez, on a Logan Paul qui débarque, suivi de Damian Priest, suivi d'un CM Punk en popularité toujours historique, suivi par John Cena avec son petit fanion Last Time Is Now qui nous le dit, voilà, c'est le dernier moment, il parle à la caméra comme d'hab, quelle foule, il regarde la foule de tous les côtés, il nous dit bon allez, maintenant je vais bosser et il part rentrer dans la cellule. Et donc c'est Drew McIntyre et Seth Rollins qui commencent face à face. Les deux se connaissent évidemment très très bien et se sont déjà affrontés à de multiples reprises. Ils sont rejoints assez vite par Damian Priest. D'ailleurs, le chrono, on ne sait pas trop. Ils nous ont dit là au début qu'il y avait un temps à intervalles réguliers, mais ils nous ont pas dit tous les combien c'était, donc je n'ai pas fait gaffe tous les combien c'était. On a eu Damian Priest, on a eu Logan Paul, puis John Cena, et enfin en dernier, CM Punk. Voilà comment ça s'est passé au niveau des entrées et au niveau des sorties. Alors comment ça s'est passé? Eh ben, grosse surprise pour commencer, le premier à partir, le premier à être éliminé, c'est Drew McIntyre, sorti d'entrée, enfin d'entrée, pas d'entrée, mais sorti le premier par Damian Priest. Énorme colère de Drew McIntyre, voilà, qui fait une toute petite chambre alors qu'il avait beaucoup d'ambition. Il en était tellement énervé qu'il a attaqué Damian Priest. Hein. Il n'a pas voulu sortir de la cage. D'ailleurs, c'est toujours très ambitieux, je trouve, de la part des arbitres de compter que les mecs vont sortir totalement sportivement et fair play de la cage une fois qu'ils sont éliminés. Donc Drew McIntyre, non, il a été vénère, il a attaqué Damian Priest. Ce à quoi a profité Logan Paul, qui est monté sur le turnbuckle et sur la cage et sur la cellule pour faire un frog splash sur Damian Priest et pour l'éliminer. Alors tout au long de la soirée, il y a eu un petit running gag avec CM Punk qui avait dans sa chambre, dans sa cellule, une lumière, là, un petit néon qui se cassait la gueule. Donc il a dû le remettre à plusieurs reprises et il a un peu joué avec ça et ça a un peu déconcentré la foule par moment. Enfin bref, CM Punk, moi j'ai trouvé qu'il a été énorme ce soir-là. Il a fait une super prestation dans tous les sens. Il a réussi à nous sortir Logan Paul avec un JTS, donc ça on était bien content. Go to sleep sur Logan Paul. Et, et là, on se retrouve
John Cena, CM Punk, Seth Rollins. Moi, j'ai trouvé ce triple threat très très bon. Et on a eu un très très bon match, hein. J'ai trouvé que CM Punk a été très très bon, mais Seth Rollins a été aussi monstrueux là pendant ces. Il y a eu plus de 10 minutes, hein, là où ils se sont retrouvés tous les trois. On a eu des enchaînements de ouf avec des tentatives de AA qui étaient contrées. Ça partait en go to sleep. On a eu voilà, des tentatives on a eu des pédigrés. Je sais plus combien il en a fait des pédigrés. Seth Rollins il en a fait 2 ou 3 non dans la soirée. Euh, Bref, il nous a Ouais, un truc sorti. comme ça. Ouais, il a sorti un grand truc, mais il a pris un attitude adjustment enchaîné d'un go to sleep et il a été éliminé. Seth Rollins a quitté la chambre un petit peu prématurément. Et d'ailleurs, ça l'a énervé. Et d'ailleurs, il a mis un stomp à CM Punk avant de partir, lui aussi. Et ce qui a permis à John Cena de rattraper CM Punk et de le coincer dans le STF, sa prise de soumission historique. CM Punk, il n'a pas abandonné, mais est devenu inconscient et perdu connaissance. Donc l'arbitre a secoué sa main et a vu que c'était fini pour CM Punk. Donc le gagnant de cette Elimination Chamber, après avoir rien gagné comme match en solo depuis je sais plus combien, 4000 jours là, et ben c'est John Cena. John Cena a remporté cette Elimination Chamber au bout de 32 minutes 36. Il peut donc pointer du doigt le logo de WrestleMania. C'est quand même un énorme résultat. John Cena pour son farewell tour, John Cena pour sa dernière année, après avoir échoué au Royal Rumble en dernière position hein, contre Tioso. Il gagne l'Elimination Chamber et donc on aura Cody Rhodes contre John Cena à WrestleMania. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Déjà, est-ce que c'était ton pronostic? Est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu as apprécié cette histoire assez dantesque? Alors, c'était pas mon pronostic. J'avais misé sur Punk, mais finalement, c'est vrai que quand on regarde, c'était plutôt logique pour son farewell tour que ce soit Cena. Mais le match était franchement très très bien. Il y avait un peu ce qu'on disait déjà pour SmackDown. Il y avait tout en fait. Il y avait tellement de rivalités qui étaient entrecroisées. Enfin, tous ces mecs-là, ils se connaissent quand même très très bien. Donc forcément, voilà, il y a de l'animosité un petit peu dans tous les coins. Drew McIntyre qui continue sur sa lancée de frustration puisqu'il est éliminé en premier et en plus par Damien Priest qui lui avait déjà pris son titre l'année dernière. Donc je pense que voilà, ça rajoute encore un petit truc sur son échelle de frustration. Il y a tout ce qui se passe entre Rollins, Punk, forcément, ça va amener, à mon avis, un autre match aussi à WrestleMania. Logan Paul qui se balade un petit peu au milieu, qui a fait plutôt de bonnes choses, je trouve, puisqu'il était quand même contre que des anciens champions, et je trouve que voilà, il faisait pas trop tâche au milieu. Franchement, il a plutôt assuré. La victoire de Cena, voilà, Cody Cena, ça sonne un petit peu à ce moment-là une passation quelque part de pouvoir, puisque on a assez répété que Cody c'était le nouveau John Cena, le nouveau visage de la compagnie. Donc voilà, pour un dernier WrestleMania, ça semble plutôt logique en fait. Ouais, sur la chambre, moi j'ai beaucoup aimé la confrontation et toutes les confrontations qui ont pu se croiser. C'est plein de choses et c'est aussi le résultat de très bons bookings de ces derniers mois où tous ces gens se sont beaucoup croisés. Comme on l'a dit, CM Punk, il a des choses à dire à Drew, il a des choses à dire à Seth Rollins, il a des choses avec Logan Paul. Tout le monde a été au top, j'ai trouvé. C'est vrai que celui qui est un peu plus en retrait, je dirais, c'est ton petit chouchou Damian Priest qui a l'air un peu plus un cran en dessous on va dire dans le panthéon WWE, mais il a réussi à trouver sa place sur le ring, à faire sa prestation sans aucun souci, et très probablement à construire une feud avec Drew McIntyre pour WrestleMania. Ça laisse aussi plein de possibilités, parce que c'est vrai que moi je regarde beaucoup CM Punk, qui est un catcheur que j'aime beaucoup, comme vous le savez, et du coup je me dis, mais qu'est-ce qui va pouvoir lui arriver à CM Punk? Je pensais, puisqu'on sait qu'il rêve du main event de WrestleMania, qu'il avait ses chances. Moi, c'était plutôt lui que j'avais pronostiqué. Et puis, il y avait toute une histoire avec Cody Rhodes qui pouvait s'écrire. Finalement, je le voyais bien partir en feud contre
Logan Paul, il y a une histoire là de superstar du micro qui s'écrivait bien, mais finalement, ça revient dans l'équation avec Seth Rollins, alors qu'on avait eu cet énorme match au Raw, premier Raw de Netflix. Donc, non seulement ça a été un très bon match, et ça ouvre plein de perspectives. Et pour John Cena, ben, j'ai été vraiment impressionné. C'est un choix fort. En fait, quand il nous a appris son retour, John Cena, et sa dernière année, voilà, c'est vraiment une question que je me posais et que je me pose toujours, en fait, c'est quelle position il va vouloir avoir, puisqu'on imagine bien que John Cena, avec tout ce qu'il a apporté à la WWE, il est en mesure de faire des choix lui-même. Est-ce qu'il veut faire une tournée plutôt où il va mettre en valeur les plus jeunes, comme il a fait au Rumble en perdant face à Jey Uso? Ou est-ce qu'il va avoir envie quand même de se remettre vraiment dans le main event, dans le top niveau, dans le limite un champion ou un potentiel champion du monde? Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je pense que c'est le bon choix parce que bah, c'est quand même historique déjà, un catcheur qui annonce comme ça qu'il va faire une dernière année et qui va s'arrêter après. C'est quand même John Cena, c'est un des tops historiques à la WWE. Donc finalement, évidemment qu'il faut le faire. Évidemment que John Cena, il allait pas faire une dernière année juste en affrontant des Austin Theory, Grayson Waller, Penta et puis Ludwig Kaiser. Et il est main eventer. Il va être très utile, je pense, d'avoir un dernier run et d'avoir toute une histoire autour d'un dernier titre mondial. Et il gagne l'Elimination Chamber, sa dernière. Donc voilà, ça, pour moi, c'est une grosse réponse à une grosse question. C'était où se place John Cena en revenant comme ça après des années et des années d'absence? Et ben, il se place au top niveau. Mais la soirée n'est pas finie. La soirée n'est pas finie, Letty, puisque Cody Rhodes doit donner sa réponse au Rock. Et Cody Rhodes, en fait, il débarque dès la fin du match. La cage est à peine soulevée, qui vient serrer la main de John Cena. Il vient pour dire à John Cena voilà, que c'est son futur adversaire. Hein. John Cena, il pointe le logo de WrestleMania. Il dit ouais, ça va être toi et moi et tout, etc. Et The Rock débarque lui aussi. Alors avec Travis Scott, qui est là. Travis Scott qui est un musicien, c'est ça, une star de la chanson. Oui, un rappeur, je Un crois. rappeur, voilà. Désolé, Peuple de Ketchup, on n'est pas très actuel, nous, on ne sait pas trop qui est Travis Scott, mais enfin il était là, il est un peu là, le bras droit de The Rock. Il débarque. Donc il y a Cody Rhodes au milieu du ring, il y a John Cena qui est encore là, Travis Scott qui se place dans un coin et qui regarde ça un peu du coin de l'œil, et The Rock qui dit écoute, voilà, The Rock qui dit Cody Rhodes, Cody Rhodes. Il dit voilà, le time has come, c'est le moment. Il dit je vais ouvrir mes bras, tu vas venir à moi, je vais te prendre dans mes bras, je veux donc je veux ta soul, je veux ton âme, et voilà, j'ai besoin de ton âme. Et donc il dit voilà, et maintenant c'est l'heure du choix. Si ta réponse est oui, American Nightmare sera forever, sera éternel. Mais si ta réponse est non, Dream will die, donc le rêve va mourir, again. Donc toujours une référence assez forte à la famille de Cody Rhodes. Puis il a sa ceinture, hein, Cody Saul, comme on en a parlé lors de dernier catch-up, super catch-up qu'on a vu à SmackDown. Donc là, très très grosse tension. Hein. Là, on sent qu'il va se passer quelque chose de grave, forcément. Cody Rhodes, il commence, il dit I want it all, Rock. Je veux tout. Donc j'ai envie de tout. Donc là, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il va se mettre du côté de Rock? Et il dit, de toute façon, mon âme ne m'appartient plus depuis longtemps. Hein. Alors The Rock, il sourit. Hein. Il dit, ok. Il dit, tu sais pourquoi, Rock? Parce que mon âme, je l'ai donnée aux fans et je l'ai donnée au public il y a très longtemps. Donc Rock, va te faire foutre toi-même. Hop. Là, la foule explose et exulte. The Rock, il fait une tronche de 10 pieds de long. Qu'est-ce qui se passe? Cody Rhodes, finalement, il rejette l'offre du Rock. John Cena applaudit. John Cena prend Cody Rhodes dans ses bras, lui fait un énorme câlin. Et là, John Cena croise le regard du Rock, devient complètement différent. Un regard noir arrive sur le visage de John Cena. Le Rock lui fait un signe. Il passe son doigt sous sa gorge. Il fait un signe à John Cena. Et John Cena frappe alors Cody Rhodes, coup de pied dans les parties intimes, tabassage ensuite, alors avec une montre en or, avec le micro, et puis avec la ceinture de champion. Il attend que Cody Rhodes se relève et lui tape avec sa ceinture de champion. Travis Scott aussi vient donner quelques coups, et le Rock sort sa ceinture sur laquelle il y a écrit donc Cody Saul, avec la date du 11 juin 2015, la date de la mort de Dusty Rhodes. Pendant que Travis et John Cena tiennent le champion, et ben The Rock le flagelle, hein, le fouette vraiment. Et ce petit monde s'en va.
fiers, ensemble, pendant que Cody Rhodes est au milieu du ring, le visage sanguinolent, puisque voilà, il a pété l'arcade, le dos rouge, la chemise complètement dépareillée, et sa ceinture encore avec lui. Il mettra un long moment à sortir du ring, Cody Rhodes. Ça a même été un des segments post-match, post-show, traumatisé, hébété, mais peut-être pas autant que nous. John Cena vient donc de tourner sa veste à ses fans et au monde du catch. John Cena a rejoint The Rock. John Cena, notre super-héros, notre modèle, notre héros d'enfance, s'est allié au final boss et a trahi Cody Rhodes pour son tour final, pour sa dernière danse. Il va donc visiblement tout mettre de son côté pour absolument redevenir champion du monde. Le heel turn de John Cena, on ne savait pas s'il fallait y croire. On l'attendait plus, on l'a eu. On sait que John Cena n'est pas là pour longtemps. On sait que John Cena veut encore écrire l'histoire. Et bien là, ce soir, il a choqué le monde du catch. Et je peux vous dire, peuple de catch-up, que je crois que c'est déjà une des vidéos, un des clips les plus visionnés de l'histoire de la WWE sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. La trahison de John Cena, tout le monde en parle, c'est un énorme buzz. Letty, après avoir compté tout ça, j'en suis encore tout ému. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Quelles ont été tes émotions devant ton écran, devant ta télé? Et qu'est-ce que t'en penses là, un petit peu plus à froid, de cette fin de show au Canada? Eh ben, énorme annonce, énorme heel turn. Ça fait plus de 24 heures que je l'ai vu et je crois que j'en suis encore parmise. Franchement, enfin, John Cena qui turn comme ça, on l'attendait plus, effectivement. C'est quelque chose que j'imaginais pas pouvoir se produire à quelques mois de sa retraite. C'était un segment, je trouve, qui a fait quand même des montagnes russes au niveau de nos émotions, puisque on les voit déjà se serrer la main, très fair-play, tout de suite à la fin du match. Le Rock qui débarque, la réponse de Cody, je pense qu'un petit peu comme tout le monde, au moment de son Go fuck yourself, on était moi j'étais morte de rire, je me dis c'est bien fait pour ta gueule, le Rock, voilà. Bon, et voilà, la chute directe avec le turn de Cena, c'était hyper bien joué. C'est franchement quelque chose, la surprise, je pense ultime de la soirée, puisque je pense qu'on était très très peu à envisager ce genre de scénario. Ça rajoute forcément quelque chose au match, puisque tout à l'heure je parlais d'un match de passation. Là, on passe du coup sur complètement autre chose, puisqu'on a un Cena heel contre un Cody qui va arriver en babyface ultime, forcément. Est-ce que John Cena va réussir à battre le record de Ric Flair? Est-ce qu'il va prendre cette ceinture et avoir son 17e titre? Ric Flair qui a réagi d'ailleurs sur les réseaux sociaux en disant que ça lui plaît pas du tout et que s'il faut qu'il vienne lui-même au milieu du ring pour l'empêcher, il viendrait. Donc voilà, il y a un petit peu tout qui se mélange, un petit peu tout. Comme beaucoup de ce genre de segments, ça amène 8000 questions alors qu'on a eu 2 réponses. Donc je trouve que c'était très très bien fait. Et ces 7 semaines jusqu'à WrestleMania vont être intenses, je pense, au niveau émotionnel pour Cody, puisque forcément, je pense que ce soit John Cena ou le Rock, ils vont pas s'arrêter en si bon chemin. Là, ils l'ont détruit physiquement. Je pense que la prochaine étape, ce sera la destruction psychologique. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et en même temps, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas. Comme je l'ai dit, je suis encore un petit peu étonnée, un petit peu choquée. Donc, et je pense qu'on est plusieurs, notamment sur le Discord, à être un petit peu de cet avis. Je sais pas ce que toi t'en penses. Comment tu vois un petit peu les choses? Je suis comme le monde entier. Je suis choqué. Honnêtement, il y avait un petit truc dans un coin de cerveau de voir John Cena rester tout le long du segment de la décision de Cody Rhodes, où je me suis dit, c'est possible.
Mais en fait, c'est le genre de choses où c'est tellement. Enfin voilà, c'est le truc, tu t'imagines pas que ça va avoir lieu vraiment, quoi. C'est comme l'Undertaker qui perd sa streak, quoi. Tu sais, hein, c'est possible, ça fait partie des options. Mais à ce point-là, en fait, moi, je trouve ça vraiment, vraiment fort comme choix. C'est un choix de John Cena, très certainement, de la WWE. Et je reprends ce que je disais avant. Beaucoup de questions sur ce Farewell Tour qu'allait faire John Cena, quelle ambition il allait se donner, est-ce qu'il allait plutôt avoir des matchs de gala, genre enchaîner les feuds contre CM Punk, Orton, Logan Paul, LA Knight, voilà, il y a plein de noms comme ça qu'il aurait été très sympa de le voir affronter. Est-ce qu'il allait vraiment se mettre dans des runs pour des titres de champion? Est-ce qu'il aurait pu, il pourrait très bien aussi faire un tag team à un moment donné avec un petit jeune ou autre? Et là, en fait, tout change de ouf, quoi, parce que on sait par exemple que John Cena sera présent visiblement à Paris, au Clash à Paris, dans sa tournée d'adieu. On sait qu'il est annoncé dans les Raw et les SmackDown juste avant WrestleMania qui ont lieu en Europe, hein. Je sais, peuple de catch-up, vous savez peut-être qu'il y a des shows à Bruxelles, il y a des shows à Barcelone, je crois, ou à Berlin, ou à Amsterdam, je sais plus trop, enfin bref, dans quelques grandes villes d'Europe. Et c'était un peu l'attraction. John Cena, les dernières. Et là, en fait, tout change parce qu'avec un John Cena heel, bah, moi je trouve que c'est hyper courageux parce qu'un John Cena top babyface qui faisait sa dernière année, c'était sûr qu'il allait remplir les foules, que tout le monde allait l'ovationner, que tout le monde allait l'applaudir à la fin, qu'il allait sortir le drapeau de chaque pays, enfin bref, qu'il allait être voilà le patron. Et là, bah, sur ce segment qui a choqué le monde et sur ce que ça va engendrer après, on est sûr que dans au moins les 8 semaines qui arrivent, John Cena, ça va pas être la star que les enfants vont acclamer, ça va pas être celui qui va vendre le merch. Et je suis vraiment très très curieux aussi bah, de voir tout ça, quoi. De voir un John Cena qui se réinvente au niveau costume, qui change de t-shirt, qui change de musique d'entrée, qui change tout ça. C'est hyper hyper. On a l'impression d'avoir basculé dans un autre monde en fait. Voilà, c'est John Cena et Hill. Alors, post-match, il y a eu une conférence de presse où il est allé juste pour prendre le micro, le lâcher et partir. J'ai été un poil déçu, j'ai trouvé que ça faisait un peu trop facile, là, ça faisait un peu un heel façon heel turn de Batista ou heel turn de Chris Jericho, là, le heel qui veut pas parler et qui fait juste la gueule. J'espère qu'il arrivera à nous faire un truc un peu subtil et qui nous explique un peu, même si enfin, il n'y a pas de souci pour qu'il fasse le gros con, hein, comme le fait le New Day par exemple, il peut très bien nous raconter que personne comprend ce qu'il traverse, que lui, ça fait des années qu'il a rien gagné, qu'à chaque fois qu'il revient, il perd contre des mecs plus jeunes et tout ça, et que bah, il rêve de Hollywood aussi. The Rock, c'est son pote. The Rock, il l'a connu depuis 10 ans. Que voilà, ça fait sens en fait que John Cena et The Rock soient en alliance. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un choix très très fort. Et ils sont très forts parce que je pense que on a été plusieurs dans le monde du catch ces derniers jours, pardon, à se dire bon, ok, on va avoir un Jey Uso contre Gunther à WrestleMania. Bon, c'est pas hyper 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 excitant. On va avoir Charlotte contre Tiffany Stratton. Bon, pour le moment, c'est un peu laborieux. On sait pas trop qui on va avoir contre Rhea Ripley, mais bon. On avait un peu l'impression d'avoir un WrestleMania qui se dessinait moyen. Et puis finalement, bah, là, ça change tout. Là, et je crois que là, ils nous ont réussi à nous maintenir en haleine pour les 8 prochaines semaines. Et puis derrière, bah, voilà, il y a un match qui va s'annoncer. Et est-ce qu'un John Cena qui a tourné sa veste face au public peut l'emporter? Euh, ou est-ce que John Cena va être puni de cette trahison? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être son piédestal nécessaire? Et est-ce que John Cena va battre Cody Rhodes à WrestleMania pour son dernier WrestleMania? T'as évoqué Ric Flair, mais alors, Ric Flair, il est pas trop en contrat, je crois, actuellement avec la WWE, mais moi, je trouverais ça très drôle très intéressant que Ric Flair vienne. On sait qu'il y a un truc forcément hilarant qui va se passer avec R-Truth, hein, qui arrête pas d'envoyer des posts sur les réseaux sociaux pour pas comprendre la trahison de John Cena. Enfin, là, il faut que John Cena passe à tabac R-Truth, je pense. Il y a un segment de heel absolu à faire. Voilà, je suis très très marqué et bah là, je trouve que ce soir, ils ont réussi à créer vraiment la grosse soirée dont on se souviendra pendant des années, comme on a eu par exemple le soir des Survivor Series où CM Punk est revenu. C'est un peu pareil, je trouve. CM Punk, pendant 10 ans, on s'est dit il reviendra jamais et il est revenu. Et ouais, c'est ça en fait. Je me dis ce soir, tu vois, on a un CM Punk
qui est à la WWE et qui est impeccable et qui se dispute avec personne et qui fait des super matchs et des super feuds. Et on a un John Cena qui revient heel. Je me dis, putain, là, il y a 2 ans, on n'aurait jamais imaginé tout ça. Donc finalement, par rapport à ceux qui disent parfois que le catch devient plus convenu ou plus répétitif ou un peu plus lisse, parce que c'est un produit TKO, c'est un produit Netflix, etc., et ben ils arrivent quand même à nous surprendre. Et ils arrivent quand même à créer un très très fort moment d'émotion. Euh, ce, 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 ce regard dos tourné là, de John Cena et The Rock, bah, c'est déjà historique. Donc ouais, je suis comme toi, je suis très très marqué, très impressionné. Ouais, Letty, on s'en remet pas, hein. Ouais, c'est c'est compliqué. Mais bon, on s'y fera. Et puis voilà, comme tu l'as dit, il y a tellement de choses qui peuvent s'écrire, il y a tellement de bonnes choses qui peuvent ressortir de tout ça que voilà, moi j'attends avec impatience déjà le prochain Raw. Est-ce que John Cena sera là? Est-ce qu'on aura voilà, est-ce qu'on aura le Rock? Est-ce qu'on aura quelque chose? Est-ce qu'ils vont nous faire attendre jusqu'à SmackDown? On verra. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Et t'as hâte d'être à Paris peut-être, fin août, voir si John Cena a remis les pendules à l'heure depuis. On verra. Oui, on verra, mais en tout cas, j'ai hâte que ce soit un Cena heel ou que ce soit un Cena qui peut-être reprendrait ses esprits à Paris, pourquoi pas. Ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait se passer, un petit truc qui dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis finalement pour la fin de sa carrière, il se réveille. Pourquoi pas? Ça peut être une solution. Ça peut. Il y a tellement tellement de choses qui peuvent s'écrire que voilà que forcément ce sera surprenant puisque puisqu'on n'a aucune façon de deviner en fait ce qui va se passer avant. Ouais, en fait, en 8 mois, il va nous écrire une carrière, quoi. Ouais, c'est plus ou moins ça. C'est un peu l'idée qu'on s'en fait en tout cas. Ah ouais, on espère continuer d'être tenu en haleine. Bon, sur ce, Letty, on va faire un mot de la fin de cette Elimination Chamber canadien. Euh, j'ai envie de dire, la différence avec l'Elimination Chamber australien de l'année dernière est quand même énorme. Mais bon, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux me donner ton top, ton flop et ta note sur ce show à Toronto? Et ben déjà c'était un show qui était absolument, je trouve, énorme niveau surprise, niveau tout ça. Après, je sais pas, j'ai pas regardé les résultats du concours de pronos, mais je sais que moi de mon côté, niveau surprise, ça a été le top étant donné que j'ai marqué 0 point. Donc je peux dire que j'ai été surprise. Donc je vais mettre une note de 4,5 à ce show. Mon top, alors je pourrais facilement le donner à ce segment final ou à la chambre masculine, mais j'ai décidé de le donner à Sami Zayn et Kevin Owens, qui nous auront fait un match absolument exceptionnel. Et le flop, bon bah sans trop de surprise, ce sera pour le tag féminin qui, je trouve, était clairement en dessous des 3 autres matchs et du segment final. Hein. Ouais, ben écoute, on vient de le décrire et je pense qu'on est encore choqué par tous ces événements, que ce soit Jet Cargill au début qui nous a bien mis dans l'ambiance, que ce soit le match des frères canadiens et puis ce final avec cet enchaînement chambre puis présence de The Rock. Moi, je te rejoins sur la note. Je vais même mettre un 4,75. Je trouvais que c'était un super show. C'est exactement ce qu'on aime voir à la WWE. J'étais accroché du début à la fin. Avec quand même un flop pour le tag team féminin. C'est difficile de le mettre à autre chose. Donc c'est clairement le match qu'on aura oublié. Après, on s'en plaint pas parce qu'il y a eu tellement de moments qui nous ont marqué que il n'a pas plombé la soirée, mais c'est vrai que ça aurait pu être sympa d'avoir un vraiment sans faute, d'avoir un 5 sur 5, si on nous avait mis un petit Braun Breaker, ne serait-ce que Braun Breaker versus Dominique Mysterio, ça aurait été rigolo et ça aurait pu faire un chouette match. Et ben écoute, je suis content que tu donnes le top aux Canadiens parce qu'ils le méritent largement, et du coup, ben moi je vais jouer facile, je vais mettre le top à notre heel turn de John Cena, quand même ce moment historique, on l'aura vécu, on l'a vécu, c'était vraiment le moment le plus marquant. Ça me rappelle les grandes heures de la Bloodline là, il y a 2 ans, quand chaque fin de show, on avait un moment incroyable avec Sami Zayn, avec Kevin Owens, etc. Et oui, il y a Roman Reigns aussi dans tout ça qu'on va retrouver à un moment donné, qu'il faudra pas oublier. Oh là là, quel programme, Letty. Non, je trouve qu'on est vraiment, vraiment bien,
Alors la chambre, enfin toute cette soirée en fait nous a vraiment donné, je trouve, énormément d'appétit pour tous ces gens. Moi j'ai très envie de voir ce que va donner John Cena bien sûr, mais aussi ce que va donner CM Punk, ce que va donner Seth Rollins, ce qui va arriver avec Drew, ce qui va arriver avec Damian Priest. Et c'est vrai que j'en parlais sur le Discord, ça fait un gros fossé hein, avec ce pauvre Jey Uso et ce pauvre Gunther. Je suis certain qu'ils vont nous faire un super match. Je suis certain que Jey Uso va nous faire une entrée où le public va être à fond sur l'instant T. Mais du coup, ouais, c'est peut-être presque voilà, finalement l'impact du Rumble par rapport à l'impact de cette Elimination Chamber, ça fait une grosse différence. C'est assez impressionnant quand même à quel point là ce soir ils ont réussi à nous voler le show dont tout le monde disait que c'est un peu devenu le show où il se passe plus grand chose juste avant WrestleMania. Ils réussissent encore à nous avoir, hein. Il est fort ce Triple H. Hein. Très très fort. Voilà, peuple de ketchup, si vous aussi vous avez été impressionné par John Cena, si vous aussi vous adorez Triple H, ou si vous l'adorez pas, papy, tu peux laisser un commentaire si tu veux, si tu passes par là. N'hésitez pas à venir sur le Discord de Catch-Up. N'hésitez pas à nous donner vos retours sur la chaîne YouTube parce qu'on peut y commenter. On est aussi sur plein de plateformes de podcast où on ne peut pas toujours laisser des commentaires, mais c'est comme ça, c'est Google Podcast, c'est Deezer, c'est Spotify. Venez sur le Discord et puis on va partir sur cette Road to WrestleMania, tenue en haleine et avec beaucoup d'enthousiasme pour voir la suite. Letty, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce moment historique, on s'en souviendra. Eh ben, merci beaucoup à toi. Avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures catchesques. Bonne semaine à tous, bonne semaine Letty, ciao ciao, et à très bientôt. Bye bye. Salut Raphaël, salut à tous. Il faudra qu'on pense à checker Giscal, quand même. Je pense qu'il doit être choqué. J'allais te dire, j'entends des bruits de sanglots depuis le placard du fond, depuis hier soir. On va aller voir. Il faut.